C'est toujours un plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Amen Télévision, la télé autrement. Ouvrons ce journal avec les dossiers de la CENI. Les 6 autres confessions religieuses de la République démocratique du Congo ont tenu à éclairer la lanterne de l'opinion nationale et internationale sur certaines zones d'ombre par rapport à la sortie médiatique de la SENCO et l'ECC au sujet de la candidature de Denis Kadima à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Des propos recueillis par Christelle Massala. Ne soyez pas dupes, mesdames et messieurs de la presse. Les candidats, c'est qui les candidats que la SENCO a retirés? Moi, ça me fait de la peine quand je parle de ce candidat, un jeune frère qui est très respectueux, qui respecte tout le monde et que je connais, qui a beaucoup de valeurs. C'est le candidat Cyril Eboto. Mais ce candidat-là, il avait déjà été retiré en 2020 par le cardinal. Moi-même qui vous parle, et ça vous pouvez lui poser la question. Je m'appelle Idriss et je suis de la communauté islamique. Vous pouvez poser la question à M. l'abbé Chaud. Quand il avait retiré Cyril Eboto, moi-même je l'ai suivi et dit, mais pourquoi vous retirez les bons candidats, vous laissez les mauvais? Et les mauvais, ce n'est pas que c'est un homme négligeable, c'est le pasteur Eyalé, le révérend pasteur Eyalé, qui était de l'Est. C'est parce que le cardinal avait retiré son candidat Cyril Eboto, il dit, au profit du révérend Eyalé, tout simplement parce que Cyril Eboto n'avait pas la carrure, n'avait pas la personnalité qu'il fallait pour la fonction du président de la CENI. Ça, c'est lui-même, en 2020. Mais maintenant, en 2021, qu'est-ce qui a changé pour qu'il les ramène encore? Non, ça signifie que les catholiques, comme je vous ai dit, ils ne sont pas dans la logique de désignation des responsables à la CENI. Ils ont amené les candidats Ebotoko pour faire valoir et obtenir à terme que qu'ils les retirent pour nous pousser à retirer le nôtre. Ils l'ont retiré en 2020. Je vous dis que Ronsard Malonda était le rescapé d'un processus imposé par la SENCO. Il est resté seul parce qu'on a éliminé tout le monde. Pourquoi ils n'ont pas accepté? Et qu'est-ce qui vous dit que si aujourd'hui, même si on pouvait, par absurde, retirer Kadima, on met quelqu'un d'autre, les catholiques vont accepter? Ils ne vont pas accepter. Et puis Par la SENCO et l'ECC avaient tenu à présenter leur rapport final par rapport à la nouvelle équipe dirigeante de la CENI. Pour ces deux confessions religieuses, Denis Kadima demeure la candidature qui divise les 8 confessions religieuses. Une fois de plus, Christelle Massala. En attendant la mise en place du bureau de la CENI, pour éviter un quelconque retard dans le processus électoral, au nom du principe de continuité des institutions, il serait indiqué que l'administration électorale en place s'occupe des préparatifs techniques en vue de faciliter le travail à la nouvelle équipe. Nous demandons aux honorables députés nationaux et sénateurs d'être attentifs et objectifs dans le traitement des dossiers des candidats à la CENI en vérifiant particulièrement la conformité aux articles 10 et 12 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Nous invitons le président de la République, chef de l'État, à jouer son rôle de garant du bon fonctionnement des institutions et de la cohésion nationale afin d'assurer à la nation des élections crédibles, inclusives et apaisées en 2023. Au peuple congolais, nous demandons d'exercer sa souveraineté en barrant légalement la route à toute tentative de prendre en otage le processus électoral par qui que ce soit. L'engagement de la SENCO et de l'ECC dans le processus électoral en cours n'a qu'un seul objectif: contribuer à la consolidation de la démocratie par des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Le bien-être du peuple congolais en dépend. La SENCO et l'ECC restent disposés à accompagner la nation.
Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a lancé ce samedi 9 octobre le programme de développement de 145 territoires que compte la République démocratique du Congo. Ce lancement a eu lieu dans la province de Kwango, dans les territoires de Kyenge. Une fois de plus, Christelle Massala. C'est à 12h23 que le cortège du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde et de toute sa délégation venue de Kinshasa est arrivé à la mission catholique de Lunzo, à 40 km de Kyenge, chef-lieu de la province du Kwango, pour donner les go de la mise en œuvre du programme de développement à la base de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Après une brève adresse à la population du Kwango au terrain de la mission catholique de Bukanga-Lonzo, le Premier ministre a symboliquement posé dans le sol le tuyau au centre d'addiction d'eau motorisée à Bukanga-Lonzo. Le chef du gouvernement est à la tête d'une forte délégation composée notamment du ministre des Infrastructures et Travaux publics, ministre du Plan, du ministre de Développement rural, de la ministre de la Formation professionnelle et du ministre de la Communication et Médias. Le gouvernement congolais plaide à matérialiser ces projets en dotant le territoire de la RDC des infrastructures de base. Environ $1 million seront investis par an dans chaque territoire. Jean-Michel Samalukonde Kyenge avait reçu le vendredi 8 octobre en audience une délégation de l'entreprise égyptienne Arabe Contractor. Cette délégation était venue solliciter un partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Égypte dans le domaine de génie civil. S'est tenu à la primature. Christelle Massala. Conduite par Saïe Farouk El Baroudi, président du conseil d'administration, la délégation du pays de Pharaon était porteuse d'un message du gouvernement d'Égypte en rapport avec le partenariat qui lie la RDC et l'Égypte. Le staff dirigeant de la société égyptienne Arabe Contractor disposé à collaborer avec le gouvernement Samalukonde dans le domaine de génie civil et transfert de technologie. Cette entreprise égyptienne spécialisée dans le génie civil exprime le vœu de transmettre son savoir-faire aux Congolais. وإحنا شرحنا استعدادنا الكامل للتعاون واستمرار التعاون مع الحكومة الكونغولية. Nous étions honorés d'être reçus par son Excellence, le Premier ministre. Nous étions aussi pour nous manifester notre full intention de continuer notre coopération entre Arabe Contractor, l'entreprise pour l'État égyptien et les RDC. Et nous avons porté le message du gouvernement égyptien que l'entreprise Arabe Contractors elle travaille en RDC et tous les pays africains pour faire le transfert de le savoir-faire et la technologie en coopération avec nos frères congolais. Nous avons une expérience qui est montée jusqu'à 70-71 et nous sommes spécialisés dans toutes les qualités de génie civil. Et nous avons toute l'intention, tout le plaisir de continuer à coopérer avec le gouvernement congolais sur même l'étude et l'expérience du projet d'infrastructure pour augmenter le standing ville pour le peuple congolais. Et nous trouvons ici que nous sommes en RDC, nous sommes entre nos frères et nos amis congolais. Et notre première priorité d'engager le cadre et les techniciens congolais. Et nous aussi, nous offrons des opportunités de training technique pour si le domaine qui manque ici en RDC, qui peut augmenter le bénéfice entre les deux peuples, le peuple égyptien et le peuple congolais. Et à la fin, on vous remercie, comme on remercie beaucoup son Excellence le Premier ministre pour le temps qu'il a nous disponibilisé à nous. Merci beaucoup. Merci. Notons que cet échange était une occasion pour l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte de remettre un cadeau d'amitié au chef du gouvernement de l'Union sacrée de la nation.
À l'occasion de la journée mondiale de la Poste célébrée ce samedi 9 octobre, le ministre de Pétantique, Kibassa Maliba, a profité de cette occasion pour s'adresser à l'opinion nationale sur l'importance de cette journée. Des propos recueillis signés Félix Chamala. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, le 9 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de la Poste. En tant qu'autorité gouvernementale en charge de la Poste, je souhaite à tous les postiers et à leurs familles une bonne fête. Je tiens à remercier l'Union postale universelle qui a décrété pour la journée mondiale de la Poste de l'année 2021 le thème que voici. Innover pour la reprise. Ce thème, choisi, a vraiment sa raison d'être, surtout dans un contexte où nous sortons petitement de la pandémie à Covid-19. Nul n'ignore que la Covid-19 a paralysé une grande partie du secteur postal international pendant plusieurs mois. Dans ce contexte, les opérateurs postaux sont appelés à créer des méthodes nouvelles pouvant permettre à la Poste mondiale de redécoller afin que les clients soient servis correctement. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, la Poste qui innove ne peut s'adapter aux nouvelles réalités du monde dans sa mission de servir les communautés humaines. Ensemble, nous devons tirer les leçons de la pandémie à Covid-19 et comprendre qu'on ne peut se passer de l'innovation dans le secteur postal. Celle-ci permet à la Poste de rester compétitive sur la scène mondiale et de faire face aux imprévus. L'innovation du secteur postal dans le monde est sans doute la force motrice qui permet à ce dernier de reprendre ses activités avec efficacité après le Covid-19. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, à l'heure du numérique, la Poste ne peut se passer du commerce électronique mondial qui permet aux entreprises du monde de vendre leurs produits en ligne. Celles-ci choisissent facilement la Poste en raison de sa réputation, sa fiabilité et de son coût abordable. Grâce à une chaîne logistique résiliente qui intègre la sécurité transfrontalière. Et puis changeons de chapitre pour parler politique. C'était aux allures d'un match de football que les Quinoises et Quinois ont répondu présents au meeting tenu vendredi 8 octobre par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka. Devant la foule, le numéro 1 de la capitale congolaise a salué les actions du président de la République et réitéré son soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Une fois de plus, Félix Chamala pour le reportage. Plusieurs milliers de Quinois et Quinoises ont pris d'assaut ce vendredi 8 août en Dili-Sainte-Thérèse, où le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, avait donné langue aux Quinois. Multiples questions de la ville de Kinshasa ont été évoquées, prenant la parole devant le millier de Quinois. Le premier citoyen de la capitale congolaise a réitéré son soutien en la personne et aux actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, malgré les contextes politiques qui semblent être difficiles. Naponaki, Nakota, na union sacrée. Fatime, Nazaraki na choix à ta mokote. Choix Ezraï kaka moko, Yakokota, union sacrée. Pona kotia, Ndeko, Maboko. Pena lobi boye, Nako servirie, Tina Souka. Le voilà serviteur, mais mingi, le kola moana, Oyo, à vous servir, Papa Naï. Serviteur, à compris qu'au trahir yo, mais moi, n'a pas à trahir yo, et les visiblement déterminé derrière Félix Tshisekedi, le numéro 1 de la ville de Kinshasa a par la même occasion révélé quelques actions du président de la République qui seront mises au profit de la population de ce coin. Torotumba Stadium Awa, Nanjili, na Sainte-Thérèse, et Kotongama, Ezali, Teremoko, et la Moutuya, pour la Bissodos. Bayaban, Batonyoso, Batoni Nzinga Nzinga, il y a Terre, il y a Sainte-Thérèse, et Seigneur, Bazaburo Nabalo, Bapakata, Tombate, Batoni Ango, Défense
anarchique. On note également que Jean-Téling Bilambaka est le tout premier gouverneur de la capitale congolaise, a ouvert grandement son cœur pour adresser et dialoguer avec les Kinois. Plusieurs participants ont salué le message véhiculé par le premier citoyen de la ville de Kinshasa, Jean-Téling Ngobila, lors de ce meeting tenu ce vendredi 8 octobre au terrain Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili. Il en fait savoir au micro de Maté Mutombo. Senti que l'équipe fait déjà partout. Là où je vous parle, en tout cas, Tongo Midi Poko Boutou, une fois encore, Tolingambo Canabiso. Yo, osali ko critiquer, osoloba de gauche à droite, mais ozo sala nini. C'est ça la grande question. Est-ce que ce bâtiment wana okokoka yango? Nazo senga na biso banso. O ba poni mon compte, batie mon compte, tozala simana et to appuyer pour que mboka na biso et bon. C'est pour l'intérêt général et la population. Ceux qui zè le bimi na kati ya terrassé, que libanda, il faut au moins 2 jours, 3 jours et kauka. Maïe kita pour na été facilité zala ya roya ko zoazer lo na ko tsiamo na mituka et que ne robwaka. Jamais zè le soke bimi na kati ya mai na ba salité. Ozwamba mota na motuka, ko bebisa motuka. Plus au moins temps maï wana kita pour que baye ne robwaka. Mais n'empêche biso nyonso to comprendre que pour ça là, ça faut ça là. Il a parlé aussi sur les anneaux, les projets du grand marché. À l'époque, il y avait 3000 tables. Et maintenant, sur les nouveaux projets, je pense qu'il va avoir aux alentours de 62 000. Donc c'est quelque chose d'énorme. L'idée est très géniale. Je pense que nous devons appuyer et soutenir la vision de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville. Et ensuite, il va répondre aux questions des Kinois. Concernant les rames, on a parlé, souligné aussi les questions rames. Et à ce qui concerne aussi les sacs de maïs, il a bien dit que les foufous de maïs, c'est ça. Oui. Ça va baisser, les prix vont être... on va revoir les prix. Et ensuite, par rapport aux lumières, éclairage, il va essayer de tout remettre sur les rails. Je pense qu'en gros, c'est un peu ça. Il a juste expliqué la situation en bref. Et tout ce qu'il a pu faire, on a vu la route de Lenguesa, la route Kikwiti, depuis 1960. On n'a jamais vu cela, mais nous devons quand même applaudir. Si notre gouverneur... il est en train de réaliser, nous devons quand même produire et non juste critiquer. C'est un peu ça, en gros, je peux dire. Rétrospective dans ce journal, direction le Palais du Peuple, précisément à l'Assemblée nationale où les élus nationaux ont déclaré recevable la proposition de loi sur le tribunal de commerce le jeudi 7 octobre dernier. Un reportage signé Arfalon Bassakissa. Les élus nationaux ont siégé en plénière ce jeudi 7 octobre dans la salle de congrès du Palais du Peuple, sous la conduite de Jean-Marc Akabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Outre l'adoption des procès-verbaux des plénières antérieures, il figurait en bonne place les débats généraux sur la proposition de loi de modifiant et complétant la loi numéro 002/2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce ainsi que l'adoption des recommandations du rapport de la Commission défense et sécurité. En présentant l'économie de sa proposition de loi, le député Jean-Pierre Kaembe a précisé qu'il s'agit d'une proposition déjà votée et adoptée par la plénière au cours de la dernière législature, mais déclarée non conforme à la Constitution. D'autre part, a-t-il fait observer cette loi qui est d'application depuis plus d'une décennie recèle des faiblesses, notamment sur les questions spécifiques de la célérité, du statut de juge consulaire et de la compétence au point que différents commerciaux souffrent de l'élasticité, des remises de longs délais des procédures. Sur les statuts de juge consulaire, la loi n'a pas prévu de délai en dehors duquel les ministères ayant la justice lancent l'attribution intérim, leur élection. En notre qualité de commercial de formation, pour ne pas dire d'ingénieur commercial. Honorables députés et chers collègues, cette loi doit être déclarée recevable pour plusieurs raisons. Notamment, 1. Elle renforce le climat des affaires par la simple raison que
dans chaque juridiction, on aura au moins 3 chambres. Plus on a de chambres, plus les contentieux d'affaires seront traités avec célérité. 2. Elle renforce l'indépendance de la justice. Désormais, les primes allouées aux juges consulaires seront déterminées par le président du Conseil supérieur de la magistrature en lieu et place du ministère qui a en charge la justice. 3. Dans ces tribunaux de commerce, toutes les procédures pourront être faites par la voie électronique. C'est une innovation technologique. 4. Et enfin, le petit commerce trouve sa place dans la résolution des contentieux commerciaux. Par exemple, dans la circonscription comme la Tchangou et dans tant d'autres, de petits commerçants ont beaucoup du mal à trouver des solutions à leurs conflits commerciaux. En fin de compte, la proposition de loi a été déclarée recevable par la plénière et envoyée par la commission paritaire pour enrichissement. Et juste après le vote de cette proposition de loi portant sur le cours des tribunaux, quelques députés nationaux se sont exprimés au micro de Mathieu Mpiana. Ezali communiqué au caucus de la province Équateur, la député nationale province Équateur de Tikosala. Boye bibino moko mwa makambu ya nyamu ezali na niveau ya province na biso. Mwa matata ezali. Matata on ezali na niveau ya te Conseil des ministres a saisi dans le Cambouango. Alors, biso to samani potolo to féliciter le président de la République. To féliciter le premier ministre, chef du gouvernement. To wana bango to sepeli mingi na ba mesure nyonso wana bango bazui. Pour na kozongisa kimia na mboka na biso na territoire na biso. Na province na biso pardon. To lobi lisusu boye. Équateur kaka crise na crise. C'est que moi problème moko ezali na kati wana. C'est pas ba autorité, on dirait bato yango penza niveau ya makambo baza koka ya moto. Pe to dénoncer makambo wana. Pe to dénoncer lisusu makambo ya bato yo batireur de ficelle, o balingi bato ba sala na kamabe et instabilité et kota na ba institution ya province na biso. To sepe na bango te. To lobi boye te to ko dénoncer bato wana pas ba autorité. Pour bâtir bango hors d'état de nuire. Pe to lobi te ndenge to alia biso caucus Équateur. To ko soutenir la conclusion nyonso ya mission d'enquête au bâtiment Équateur. Pe to lobi to ko soutenir la décision nyonso oyo ba autorité ba kozwa pona kotia kimia. J'étais motivé par ce souci de voir le climat des affaires être assaini en République démocratique du Congo. La législation communautaire ou la législation OADA nous impose bon nombre de droits que nous ne savons pas aujourd'hui ici au Congo arriver à réaliser. C'est comme ça qu'il était de notre droit de proposer cette proposition de loi-là. D'abord, j'ai eu à corriger les insuffisances constatées dans la première proposition de loi qui a été déposée par mon collègue et rejetée par la Cour constitutionnelle. Parce que là, il parlait de la loi organique. Mais la loi créant le tribunal de commerce, ce n'est pas une loi organique, c'est une loi ordinaire. C'est ça d'abord le premier motif. J'ai corrigé cela. Le deuxième motif, c'est qu'il ne reconnaissait pas la cassation comme mode, alors que la cour d'arbitrage, c'est la cassation même. J'ai aussi corrigé ça. Il y avait beaucoup d'incohérences qui étaient dans cette loi-là, que j'ai dû corriger pour permettre cette fois-ci à ce que cette loi soit promulguée. Nous voulons par exemple pour les petits commerçants, quelqu'un qui a par exemple 6 millions de francs congolais, quelqu'un qui a 3 millions de Congolais, que son dossier soit tranché dans moins de 2 semaines. Comme ça, il connaît que mon dossier est tranché, il peut aller continuer avec son petit commerce, au lieu de le soumettre à des procédures qui prennent des années. C'est comme ça que nous avons introduit la procédure des petits litiges. Nous avons voulu ici au Congo que tout se passe avec l'informatique, avec le numérique. Aujourd'hui, le numérique, c'est partout. Ici, pour aller déposer les actes de procédure, il faut seulement que les greffiers partent. Non, mais on peut aussi vous les transmettre par voie électronique. C'est ça aussi une motivation. Nous avons voulu aussi qu'on crée une forme automatisée de désignation des juges pour que les présidents des juridictions ne puissent pas désigner leurs amis ou les gens qui sont seulement liés à leur cause. C'est de manière informatisée qu'on vous dit tel pour telle audience, c'est tel juge. Ça ne dépend pas du président. Mais là, c'est automatique, c'est informatique.
C'est autant d'innovations que nous avons amenées qui permettent à ce que... Le caucus des députés nationaux de la province de l'Équateur s'est dit inquiet de la crise institutionnelle qui ronge cette province. Ces députés nationaux se sont exprimés à travers un communiqué rendu public le mardi 5 octobre dernier. Afalon Basakissa. Communiqué du caucus des députés nationaux de la province de l'Équateur. À l'invitation de son coordonnateur, l'honorable Sam Bokolombe Batouli, et sous sa présidence, le caucus des députés nationaux de la province de l'Équateur s'est réuni ce mardi 5 octobre 2021 dans l'enceinte de la concession GB, dans la commune de Ngalema, avec un seul point à l'ordre du jour, à savoir la situation de crise institutionnelle traverse la province de l'Équateur. Des échanges empreints de cordialité et de respect mutuel entre collègues députés nationaux sur la perception de chacun sur la crise qui sévit dans notre province. Des conclusions unanimes ci-après ont été dégagées et endossées par le caucus. Premièrement, le caucus de la province de l'Équateur a pris acte et se réjouit des mesures urgentes préconisées par le Conseil des ministres du vendredi 1er octobre 2021 afin de mettre fin à la situation critique qui prévaut dans la province de l'Équateur et on a félicité le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le Premier ministre, chef du gouvernement. Pour rappel, il s'agit notamment de charger le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de diligenter une enquête en vue de faire la lumière sur les événements du 1er octobre 2021 et d'en dégager des responsabilités, de rappeler immédiatement tous les protagonistes engagés dans cette affaire, d'envisager des mesures exceptionnelles pour le retour rapide de la paix dans la province de l'Équateur. Deuxièmement, le caucus promet de tout faire pour la mise en œuvre sans faille des conclusions de cette mission gouvernementale ainsi que des décisions qui en découleront. Troisièmement, le caucus a cependant déploré la récurrence des crises institutionnelles dans la province de l'Équateur qu'il impute à l'irresponsabilité et l'incurie qui caractérisent les différentes autorités qui se succèdent à la tête de la province depuis des décennies. Cet état de choses condamne davantage la province de l'Équateur à l'inertie pendant que d'autres provinces progressent. Quatrièmement, le caucus a également fustigé le comportement de certains acteurs politiques de la province de l'Équateur bien identifiés, car agissant à découvert, habitués à se servir de l'agitation, de la manipulation et de la violence comme mode opératoire en politique. En conséquence, le caucus a pris l'engagement de le dénoncer aux autorités en vue de les mettre hors d'état de nuire et assurer la stabilité des institutions de la province pour garantir la paix et la tranquillité des filles et des fils de l'Équateur. Pour finir enfin, le caucus est résolu de poursuivre les contacts de coulisses amorcés depuis le début de cette crise avec les différents protagonistes, ainsi qu'avec des notables de la province, afin d'aboutir à une issue consensuelle qui bénéficie à La loi portant protection de personnes en situation de handicap était au centre d'un atelier tenu du mercredi 6 au jeudi 7 octobre, au cours duquel les experts ont analysé la situation des personnes en situation vulnérable. Falon Minangi. L'atelier de lecture et amendement de la proposition de la loi organique portant sur promotion et protection des droits de personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo, version Assemblée nationale, a été clôturé ce jeudi 7 octobre 2021 au Musée national. Après 2 jours de travaux, les experts répartis dans les différents groupes ont analysé cette proposition de la loi organique, article par article, et ont proposé des amendements. Prenant la parole, la représentante du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme a remercié les ministères des tutelles et les participants pour leur attention. Au terme de 2 jours de réflexion, je voudrais, au nom de M. Abdulaziz Choi, remercier le ministère délégué en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, de la confiance et du rôle privilégié que joue le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à vos côtés. Je voudrais également remercier les participants pour leur assiduité et l'intérêt pour cette activité qui est très importante. Nous avons assisté à des échanges fructueux. C'est en vue de doter la République démocratique du Congo d'une loi organique harmonisée, intégrant les différents engagements de l'État en matière des droits des personnes vivant avec handicap
sur le plan international et régional. À son tour, les représentants du ministère délégué en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables ont encouragé les participants pour le travail abattu. Ces assises de 2 jours avaient pour objectif de doter de la RDC, c'est d'une loi organique harmonisée, enrichie au regard des engagements nationaux, régionaux et internationaux, pour répondre aux besoins spécifiques des personnes avec handicap. Les souhaits les plus ardents de notre ministère est celui de voir les amendements formulés à l'issue de ces assises être pris en compte par les honorables sénateurs au cours de cette session parlementaire. Je déclare clos, au nom de son Excellence Madame la Ministre déléguée, les travaux de l'atelier de lecture et amendement de la proposition de la loi organique portant promotion et protection des droits de la personne avec handicap de la RDC. On retient que l'adoption de cette loi organique sur les personnes vivant avec handicap est prévue à l'article 49 de la Constitution. Elle a été adoptée par l'Assemblée nationale et est actuellement en étude au Sénat. Et puis changeons de chapitre pour parler sécurité. Elle était un élément clé et allié important pour les ravitaillements des rebelles ADF. Dans la province de l'Ituri, Madame Kavira a travaillé pendant 23 ans aux côtés de groupes armés. Cette dernière a été arrêtée en flagrance par les forces armées de la République avec plusieurs fausses identités. Suivez cet élément. Tête à moitié voilée, Madame Kavira, 56 ans révolue, résidente à Bunia, a été arrêtée à Mahagui par le service de sécurité avec 3 cartes d'électeur congolais, une carte d'identité ougandaise avec sa photo, mais de noms différents. Plusieurs couteaux dont les poignards militaires ont été découverts dans son sac. En plus, une importante quantité de vivres dans la voiture qu'elle devrait ramener aux rebelles ADF. A-t-elle dit? Présentée au gouverneur militaire de l'Ituri, la dame avoue avoir intégré les ADF il y a 23 ans. Elle a été appréhendée avec un certain Mumbere, son chauffeur qui l'héberge à Bougnan, explique le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du secteur opérationnel de FRDC à Ituri. La femme, donc vous avez vu, c'est une femme considérée comme ravitailleuse des groupes armés ADF. Elle achète des bottines, des médicaments, des vivres, des munitions et elle a été arrêtée. Elle s'est installée d'abord ici à Bunia et nos services l'ont poursuivie jusqu'à Maï. Le lieutenant général Boyanka Choma Johnny, gouverneur militaire de l'Ituri, rassure que les réseaux criminels des ADF seront démantelés. Et je demande par la même occasion à la population, il faut savoir dénoncer. Dénoncer. Bon, mon maman, voilà. 23 ans dans les ADF. 23 ans. La population salue le travail des services de sécurité et des forces de défense. Entre-temps, la dame et son chauffeur sont mis à la disposition de la justice militaire. C'était le vendredi 8 octobre que les étudiants de l'Université pédagogique nationale et ceux de l'Université de Kinshasa ont clôturé leur stage académique d'1 mois effectué au sein de la rédaction d'Amen Télévision. Arfalon Matsakissa signe ce reportage. Vivre en marge de la société et procure aucun avantage substantiel, dit-on. C'est ainsi que les étudiants de l'Université pédagogique nationale UPEN en sigle et de l'Université de Kinshasa UNIKIN en sigle ont posé bien entendu un geste encourageant et charitable à la fin de leur stage académique effectué au sein de la rédaction d'Amen Télévision. Question de témoigner la gratitude envers les autorités de cette institution médiatique et les journalistes de cette rédaction. Une ambiance sereine et conviviale était au rendez-vous, accompagnée d'un partage de quelque chose à manger et à prendre, synonyme de garder un souvenir remarquable et pieux. Devant le rédacteur de ATV, Plamedi Yeye, la représentante des stagiaires de l'UPEN,
a par la même occasion exprimé l'acte de reconnaissance. Nous sommes des stagiaires de l'UPEN et de l'UNIKIN. Nous sommes à la fin de notre stage, alors nous avons décidé de venir ensemble célébrer ces derniers jours ensemble. Nous avons vraiment été très bien accueillis ici au centre, ici à la chaîne Amen TV. Nous avons trouvé tout le monde accueillant. Nous n'avons pas en fait vu des journalistes qui ont des gros dos comme on le dit. Et ils ont vraiment été accueillants. Tout le monde nous a accueillis avec leur cœur et on nous a vraiment appris. Et alors nous sommes vraiment fiers. Nous sommes fiers et nous sommes très reconnaissants pour ce que vous nous avez donné. Ils ont par ailleurs profité de cette occasion pour expliquer le déroulement de leur période de stage. Pour commencer, j'aimerais d'abord dire merci à l'apôtre Léopold Mutombo d'avoir pensé de créer une pareille chaîne pour nous faciliter la tâche pour l'encadrement et enfin de nous orienter durant notre vie professionnelle. Le stage au sein de la rédaction d'Amen TV s'est très bien déroulé. Nous avions pratiqué tout ce que nous avons reçu comme connaissance à l'université. Nous sommes allés sur le terrain, ça n'a pas été facile. Nous avons passé de casting, ça n'a pas été facile, mais grâce à nos encadreurs et leur encouragement, nous avons pu braver notre peur. Et voilà, aujourd'hui nous sommes à la fin. Nous sommes très reconnaissants envers la rédaction de l'Amen TV et nous vous disons tous grand merci. Je remercie d'abord les cordons parce que grâce à lui qu'on a pu faire les stages ici. Et puis je remercie la directrice des informations et puis je remercie toute l'équipe de la rédaction. Grâce à eux, on a pu connaître quelque chose. Je remercie encore notre encadreur Arfalon Basakissa. Il était là, il nous a supportés, il nous a bien encadrés. Voilà, nous sommes heureuses d'avoir participé dans notre stage académique ici à Amen Télévision. C'était vraiment bien, on nous a très bien accueillis. On a eu de conseils de part et d'autre par tout le monde, par tous les journalistes. Ils ont très bien accueillis. Nous disons merci, un grand merci à toute la rédaction d'Amen Télévision et surtout à notre maître Arfalon Basakissa de nous avoir comblé de cette connaissance et merci beaucoup à Amen Télévision pour cet accueil chaleureux qu'on a reçu. Retenez qu'à la fin, une photo de famille a clôturé cette rencontre dans une ambiance bon enfant. Et avant de nous quitter, sachez que c'est ce dimanche 10 octobre que va se clôturer la grande école du ministère international EMI 2021. À cet effet, un seul culte dominical sera tenu au grand temple du ministère Amen à partir de 6h jusqu'à 10h avec l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo pour clore cette conférence ministérielle d'envergure internationale. Alors, cordial bienvenue à tous. Et voilà, c'est par ici que s'achève cette grande édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Amen Télévision, la télé autrement. Au revoir.